Ce n'est pas parce que je n'ai pas reparlé de la série Andor depuis un moment que je l'ai complètement arrêtée. Bien au contraire, j'y ai même trouvé un sérieux potentiel que tout le monde devrait voir. Salut à tous, c'est Vince et sur Plottime et contre toute attente, on se retrouve une nouvelle fois sur la série Andor. Et je vous renvoie sur mes premières vidéos si vous ne les avez pas déjà vues, que je vous mets en lien en annotation. Cette vidéo sera un peu spéciale car vu que je n'ai pas reparlé de la série depuis un moment, eh bien je vais récapituler, revenir sur les épisodes précédents, de l'épisode 6 jusqu'au plus récent, l'épisode 9. Donc nous allons commencer par l'épisode 6, L'œil, un épisode de 50 minutes qui défouraille pas mal. À l'aide de Gorn, les rebelles réussissent à infiltrer la garnison. Après avoir eu accès au coffre-fort, les choses ne se passent bien sûr pas comme prévu. En effet, ils se font repérer et s'enfuient d'urgence. Et lors du décollage, Nemik est gravement blessé, ce qui va inciter l'équipe à se poser sur une autre planète pour le soigner, mais malheureusement en vain. Et tandis que Vel s'occupe de Nemik, Skin propose à Cassian de laisser Vel derrière eux et de partager les salaires entre eux. Et Cassian, n'étant pas insensible à cette trahison, décide de tuer brutalement Skin. Il met au courant Vel et l'informe qu'il prévoit de prendre une petite partie de la paix, alias le montant que Luthen lui avait promis, et lui laisser tout le reste. Et c'est ainsi que Vel remet à Cassian le manifeste de Nemik, conformément à ses dernières volontés. Je constate que c'est encore un épisode qui dénonce le colonialisme, et ce par l'emprise de l'Empire Galactique. Par contre, on sait que différentes civilisations existent, et il est un peu dommage de ne pas voir ces dernières de plus près. On se croirait dans un avatar du pauvre comme si on ne pouvait pas voir les Na'vi de plus près, voir leur culture, leur civilisation, etc. Et forcément, c'est probablement dû à une limitation de budget. Cet épisode 6, pour la première fois dans la série, me semble-t-il, est doté d'un seul arc narratif, celui de Cassian ainsi que son équipe. En tout cas, une chose est sûre, on sent les tensions monter lors de l'application du plan, étant donné qu'on a suivi l'élaboration de ce dernier depuis 2 épisodes. En effet, comme je l'avais imaginé, l'épisode 6 est bel et bien l'aboutissement des 2 précédents, et ce, en 50 minutes. L'ensemble s'appuiera donc enfin sur de l'épicness, et putain, qu'est-ce que ça pète! Pour ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, car je m'étais déjà exprimé par rapport à l'épisode 6, mais cet épisode à lui tout seul pulvérise, écrase la série Obi-Wan. On se sent récompensé d'avoir suivi tous les épisodes précédents dans celui-là, et ce n'est que la moitié de la série. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que je voulais que ça pète, et là, j'ai été récompensé. Autant les épisodes précédents étaient juste intrigants, autant celui-là bouge non-stop, ça ne s'arrête jamais. Bref, il y a une réelle maîtrise. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de cette scène de l'œil qui est incroyablement spectaculaire. Et comme je le dis souvent lorsque je regarde une série impressionnante, dommage de ne pas avoir vu ça au ciné. Et comme si ça ne suffisait pas, l'épisode 6 finit magistralement sur le meurtre brutal et imprévisible d'Arvel Skin, ce qui permet de montrer l'évolution rugueuse du personnage du héros, complètement dans l'esprit d'un Han Solo, et pour le coup je pense qu'on aurait apprécié voir un film Han Solo comme ça. Bref, passons maintenant à l'épisode 7. Épisode 7, l'annonce, un épisode de moins de 50 minutes. Dedramiro parvient à convaincre ses supérieurs, et décroche donc un statut supérieur. Pendant ce temps, l'assistante de Luthen, Cleia Marquis, rencontre Vel sur Coruscant et lui demande de tuer Cassian, afin de l'empêcher de révéler l'identité de Luthen. De retour sur Firix, Cassian apprend que Bix lui reproche les retombées de la répression de la sécurité corporative. De son côté, il se donnera pour mission de convaincre Marva, mais elle décide de rester et de se poser secrètement à la présence impériale. Cassian part donc pour Niamos, mais il se fait choper pour délit mineur, et ainsi condamné à 6 ans de prison. Alors pour le coup, j'ai un peu moins de choses à dire sur cet épisode, puisque c'est plus ou moins pour moi un épisode de transition. Et surtout, il est désynchronisé de l'acte précédent ainsi que de l'acte suivant. Et cet épisode, en revanche, va nous montrer d'autres éléments, du fait que, par exemple, Luthen fait partie plus ou moins du côté extrême de la rébellion, et d'ailleurs l'épisode 8 nous le confirmera plus ou moins. Autrement, rien à voir, mais je me demande si le petit droïde, vous savez, B2EMO, je me demande s'il n'est pas en fait la première version de K2SO, le fameux droïde de Rogue One. Bon, évidemment, c'est une théorie un peu fumeuse que j'ai sortie de mon chapeau, mais je pense que sur internet, je ne suis pas le seul à penser ça. Concrètement, on se demande pourquoi l'équipe de Rogue One est accompagnée de ce droïde, mais ce mystérieux droïde de l'impérialisme. Donc forcément, j'imagine bien Cassian sauver son droïde en insérant l'intelligence artificielle dans un nouveau corps. D'un point de vue plus personnel, il y a toujours de jolis plans, notamment des plans vertigineux du point de vue humain, ou encore des éléments contemporains qui m'ont une fois de plus sorti de l'univers. Je pense par exemple à des talons aiguilles lunaires, des putains de pistaches, et le truc qui m'a tué vraiment, le costard cravate légèrement différent,
pour passer sous les radars. Bref, je ne comprends pas pourquoi ils cherchent autant à faire le rapprochement avec notre monde. Concernant les personnages, il y en a un que j'ai retenu, celui de Blevin, qui est un personnage un petit peu arrogant, mais marrant malgré tout. Mais pour l'instant, rien n'est plus fort que le caractère bien solide de Dedra. Et pour savoir où tout ça va nous mener, évidemment, nous allons devoir passer à l'épisode 8. Épisode 8, Narkina, un épisode une fois de plus d'une cinquantaine de minutes. Ici, Cassian est emmené sur une prison sur Narkina 5. Une sorte de prison de travaux forcés dans une industrie lourde. Et ainsi, Vel et Cinta se rendent sur Ferrix pour le retrouver. Luten, lui, de son côté, part à la rencontre de So Gerrera, et Dedra Meero interroge Cyril Karn pour en savoir plus sur le Ferrix, là où il refuse de l'aider dans son enquête. Et j'ai envie de dire, bah voilà, tant pis, elle envoie elle-même une unité sur Ferrix, là où elle attrape Bix. Cette prison de travaux forcés est diaboliquement bien pensée, en plus d'être quand même visuellement impressionnante. Visiblement, tout le monde est dépendant de son équipe pour avancer dans leur peine de prison, ce qui va évidemment créer de la concurrence entre chaque équipe, un petit peu comme une sorte de jeu. C'est donc ce procédé qui va forcer les détenus à ne pas faire cavalier seul. Et certains pourront même monter en grade, un peu comme le personnage incarné par l'excellent Andy Serkis. La présence d'Andy Serkis est une vraie surprise et un tel plaisir. Il faut savoir que cet acteur s'est créé tout un lore autour du personnage qu'il incarne, et ce pour forger son caractère et lui donner plus de crédibilité. Voilà, ça c'est un vrai acteur créatif, investi dans ce qu'il fait. On sent qu'il prend plaisir à jouer dans cette série. Bon, j'ai vu certaines théories partir en couille du fait que, vu qu'Andy Serkis a déjà incarné Snoke dans l'épisode 8, et bien alors là, oh, ça y est, il y a des gens qui se disent, ah bah voilà, c'est Snoke quand il était jeune, calmez-vous les gens. Si cette théorie est vraie, ce qui est pour moi impossible, ça en deviendrait absurde, voire comique. En tout cas, pour rester sur les personnages, on ne sait toujours pas où nous emmène celui de Cyril. On s'attend à comprendre son utilité dans cet épisode, on se dit, ah, ça y est, il se passe quelque chose, mais non, voilà, toujours pas, même s'il est évident qu'il prépare un gros coup pour la suite. En tout cas, c'est dingue dans cette série, Andor, il y a tellement plus de brutalité et de créativité. Je pense par exemple à ce système de torture particulièrement terrorisant qui change de celui qu'on avait l'habitude de voir dans tous les Star Wars, réutilisé en boucle et en boucle uniquement pour le fanservice. Voilà, là on change un peu les règles et franchement ça fait plaisir. Et c'est là qu'on remarque toute une volonté de rendre ces esclaves fous du fait de ne jamais voir la lumière du jour, rien d'autre que du blanc partout. Autrement, je suis pas hyper fan du personnage de Cinta Kaz. Je me disais déjà ça au début de la série et là, j'ai l'impression qu'elle a juste été posée pour le love interest de Vel, mais bien sûr à voir dans la suite avant de juger. En tout cas, la présence de So Gerrera m'a évidemment fait plaisir, mais surtout pour la performance de Forest Whitaker qui m'a donné quelques frissons. Sectorists, human cultists, galaxy partitionists, they're lost! All of them, lost! Lost! Cet épisode 8 était vraiment très bien. Franchement, avec la prison, tout ça, il s'est passé plein de trucs, donc ça fait monter encore plus la sauce pour la suite. Épisode 9, personne n'écoute, un épisode de 45 minutes. Dedra interroge Bix pour en savoir plus sur Cassian, ainsi que les équipements impériaux volés. Pendant ce temps, dans la prison, Cassian prépare un plan d'évasion, là où quelque chose de bizarre se prépare dans d'autres unités de prison. Mon Mothma, de son côté, continue de s'opposer à l'Empire, notamment à la loi sécurité, et contre son gré, elle va devoir emprunter de l'argent à un certain Davo Sculdun. Et durant l'épisode, l'Empire soupçonne une attaque contre la centrale de Spelos. Voilà comment je pourrais très grossièrement résumer l'épisode 9. Un épisode qui démarre directement sur l'interrogatoire de Bix, qui est une scène bien là pour nous montrer une nouvelle fois le caractère solide de Dedra. Mais cette scène va nous montrer également la résistance mentale de Bix. Et j'ai noté que c'est d'ailleurs également le deuxième instrument de torture qu'on peut voir dans cette série, un instrument une nouvelle fois différent de celui qu'on avait l'habitude de voir dans Star Wars. J'apprécie aussi beaucoup l'idée de rendre l'interrogateur jovial, ça le rend presque encore plus malsain. Du côté de Cassian, ce dernier cherche à gagner la confiance de son équipe pour passer encore plus inaperçu dans son plan pointilleux, qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé celui du film Les Évadés. Toute cette séquence va beaucoup jouer sur la santé d'un détenu du nom d'Oulaf. Et c'est d'ailleurs ça qui va donner une information supplémentaire qui sera décisive pour la suite. En effet, Cassian cherchera à convaincre Kino de l'aider à s'évader, mais le fait d'apprendre que la liberté n'est en fait qu'une illusion dans cette prison, une illusion posée là pour motiver les esclaves, parce que c'est clairement ça, ce sont des esclaves, eh bien ça va grandement inciter nos héros à se casser. Ce faisant, on comprendra dans l'épisode suivant, probablement centré sur l'évasion, que les gens sont capables de tout lorsqu'ils sont unis et nombreux. Ce qui est bien sûr une représentation symbolique
des rebelles. Finalement, cette prison n'est qu'un avant-goût de ce que va connaître l'Empire des rebelles. Et maintenant, d'un point de vue plus personnel, il y a pas mal de choses que j'ai découvert dans cet épisode. Je pense par exemple au siège du Conseil qui s'éteigne lorsque les gens se ferment au dialogue. Il ne me semble pas avoir vu ça dans un Star Wars avant. Autrement, concernant les personnages, j'aime beaucoup celui de Dedra. Elle fait un joli contraste à côté de Cyril, qui lui cherche absolument à faire ses preuves. Ce dernier a d'ailleurs une relation très dérangeante avec sa mère, et on sent que pendant ce temps, il bout littéralement de l'intérieur. Jusqu'au jour où il va commencer à exploser comme une cocotte minute. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a vu un espèce de début de partenariat avec Dedra, qui pour l'instant part mal, mais je suis sûr que ça va aboutir à quelque chose. Et autrement, je ne sais pas pour vous, mais toutes les scènes dans la prison sont mes passages préférés. C'est là où il y a le plus de mouvement. Car les prisonniers sont sans arrêt pris par le temps. C'est dynamique et on s'accroche aux personnages. En tout cas, je vous le dis, mais préparez-vous, car l'épisode suivant sera, tout comme l'épisode 6, basé sur de l'épicness. Car l'épisode 10 mettra fin à un autre acte de la série puisque ça sera le 3e réalisé par un même réalisateur. Donc c'est pourquoi je pense très fortement que l'épisode 10 sera l'évasion. Bref, j'ai hâte de voir tout ça, mais avant tout, passons à la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente. Et malheureusement pour beaucoup, j'en ai cité que un seul dans cette vidéo car beaucoup ne sont plus d'actualité maintenant que j'ai sauté pas mal d'épisodes en vidéo. Et c'est donc le commentaire de Darnell que j'ai choisi. Car ce dernier nous dit que Andor fait tout ce qu'Obi-Wan n'a pas fait. En effet, la série Obi-Wan prenait des décisions importantes sur un coup de tête et misait sur de la chance ou encore la stupidité des antagonistes. Là où Andor prend bien le temps de développer ses personnages, il prend bien le temps de préparer ses plans, rien n'est pris à la légère, et surtout tu comprends tout ce qui se passe dans la tête des personnages et pourquoi ils agissent ainsi. Pour l'instant, la série se déroule plutôt bien. Le seul gros point noir de mon point de vue, c'est tout l'arc autour de Mon Mothma. Un arc que je ne trouve pas très intéressant à vrai dire. Il est important, ça c'est clair, mais par contre ça devient un peu redondant de voir ce personnage tout le temps à l'écran, et surtout en alternance des autres arcs beaucoup plus mouvementés, captivants, palpitants. Autrement, je me rends compte que cette série est un petit peu un ascenseur vers la montée extrémiste de l'Empire. Au début, on voit qu'ils sont un petit peu mollassons, mais qu'une succession d'événements va les pousser à faire preuve d'une démonstration de force, et ce en parallèle de la montée de la rébellion. Donc franchement, je le dis, cette série est vraiment intéressante. Alors je vous le dis, mais je ne referai probablement pas de vidéo sur Andor avant la fin de la première saison, et non pas parce que cette série de vidéos ne fait pas beaucoup de vues, mais plutôt parce que je ne la mets pas en priorité à côté d'autres sujets qui vont arriver. Bref, c'est pourquoi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 12, mais en attendant, je vous invite à me faire part de vos avis et analyses dans les commentaires. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.